Vamos a empezar la segunda mesa redonda que me toca coordinar. Como estoy muy atento en este último tiempo a todos los detalles de las cosas, me di cuenta hoy de que decía sur la démocratie, la société. Y dije, qué bien que estuvimos, porque era su la democracia, la sociedad, pero la pusimos encima y no me parece nada mal, aunque fue sin querer. Voy a compartir esta mesa con David Copelo, que va a tomar la palabra en primer lugar. David es historiador, un ya viejo colega de la casa por el número de años y la cantidad de producción que ha llevado adelante junto a nosotros. Es siempre un placer escucharlo. David es especialista en historia social de las ideas políticas, en cuestiones que tienen que ver con memoria y derechos humanos, las izquierdas radicales y los llamados populismos de izquierda. Ha trabajado mucho sobre las circulaciones de ideas entre Europa y América Latina y desde que Milei nos modificó la relación entre Francia y Argentina, también es una estrella de la radio y la televisión, como casi todos los que pueden explicar lo que pasa en Argentina en este momento. Así que David, que es investigador postdoctorando en la Universidad de Cergy, en el laboratorio Ágora, y investigador asociado al CREDA, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Denis, muchas gracias Oriana por la preparación y la invitación, y gracias a todas y todos por estar acá. Voy a hablar en francés porque me pidieron hablar en francés para crear cierto équilibre, entonces paso al francés ahora mismo. Ce que je veux présenter aujourd'hui, en essayant de répondre à une demande de Denis à la base, c'est de travailler sur les rapports au droit, à l'état de droit, comme horizon du pacte démocratique établi en Argentine après la dictature. D'ailleurs, c'est plutôt le droit que les droits que j'ai mis dans le titre de la présentation, mais peu importe. Donc moi, je travaille à la base, je vais vous présenter quelque chose qui est surtout basé sur mon travail de thèse, qui traitait de la question du militantisme pour les droits humains en Argentine dans les années 70-80. Et je vais essayer d'utiliser ça comme point de départ pour dresser quelques pistes de réflexion plus larges, notamment en termes de largeur historique. Mais vous allez voir que ça va devenir de plus en plus essayistique au fur et à mesure de la présentation. Donc j'espère que ça sera quand même un point de départ intéressant pour la discussion. L'hypothèse que je veux présenter, ou la thèse, c'est qu'il y a une forme de centralité paradoxale du droit en Argentine. Et je vais essayer d'aborder cette centralité paradoxale à partir de 3 étapes historiques, 3 moments, que je définirai rapidement comme 1983, 2003 et 2023. Et ça va être un peu les 3 étapes de ma présentation aujourd'hui. Donc je démarre par 1983 et par ce que j'appellerais les ambivalences de l'état de droit dans la post-dictature. En fait, ce que je veux évoquer, c'est une période qui va de 1983 à 1986 à peu près, qui est parfois ou souvent présenté comme une sorte d'âge d'or de l'état de droit en Argentine, avant les premiers reculs, notamment du gouvernement d'Alfonsín en 86, notamment avec la promulgation de la loi de Punto Final et Obediencia Debida l'année suivante. Ce que je veux essayer de faire aujourd'hui, c'est interroger un certain nombre de clairs-obscurs de cette période qui va de 83 à, en gros, 86, à partir de 2 phénomènes, événements historiques. Le premier, c'est le procès des juntes, et le deuxième, c'est la question de la libération des prisonniers politiques juste après la dictature. Et je vais faire ça à partir d'un relevé de la presse qui, disons, se situait à la gauche du gouvernement d'Alfonsín pendant toutes ces années-là, gauche au sens large, hein, gauche marxiste, péroniste, et également une partie de la presse du mouvement des droits de l'homme. Donc je commence tout de suite en évoquant le procès des juntes. Donc le procès des juntes, voilà, dont vous connaissez plus ou moins les tenants et les aboutissants, au cours duquel sont jugés 9 accusés, les 3 premières juntes militaires, procès qui se tient à travers des audiences publiques tout au long de l'année 1985, qui est un symbole très fort du rétablissement de l'état de droit en Argentine, mais qui va aussi donner lieu à des condamnations très décevantes pour un certain nombre de victimes notamment, et de personnes intéressées par ces questions-là. Ces condamnations décevantes vont renforcer un rapport méfiant à la justice,
dans une partie de la gauche argentine comprise au sens large, entendue au sens large. Donc dans le tableau que vous voyez à l'écran, je fais une comparaison entre, il y a la liste des accusés, les peines requises par l'accusation et les peines prononcées au final dans la sentence. On voit dans ce tableau qu'il y a sur les 9, 4 des accusés qui sont acquittés et seulement 2 qui sont condamnés à de la prison à perpétuité. Donc ça va être perçu comme une déception, cette sentence. D'ailleurs, on la voit bien, je trouve que c'est un aspect qui est bien dans le film Argentina 1985. La fin du film aborde cette question-là et je trouve que c'est quelque chose qui est peu abordé finalement dans les mémoires de ce procès en général. Cette déception finale, elle va venir s'allier, se fusionner avec un certain nombre de méfiances qui s'étaient déjà exprimées pendant le procès dans ce secteur des gauches, du mouvement des droits humains et des victimes. Méfiances qui peuvent être résumées par 3 aspects, il y en a d'autres, hein, mais j'en citerai 3 aujourd'hui. Premièrement, l'idée d'un défaut de neutralité de la justice. On disait fréquemment à l'époque que 80% des juges de la démocratie avaient été nommés ou avaient travaillé pendant la dictature. À l'époque, il y a un journaliste qui est toujours aussi connu aujourd'hui, hein, qui s'appelle Horacio Verbitsky, qui dans ses notes sur le procès, notait à un moment donné, donc j'ai pu retrouver la référence exacte, mais j'avais noté le passage, noté avec un humour pincé, le lapsus d'un témoin qui, en s'adressant à la barre, en s'adressant au président du tribunal, au lieu de dire « Señor Presidente », avait dit « Señor General », de manière involontaire. Donc la vision, la perception des juges comme une forme de représentation, de continuité de la dictature qui était présente avant et pendant le procès chez ces types d'acteurs-là. Premier élément de méfiance. Deuxième élément de méfiance, c'était une critique de la portée symbolique, somme toute assez limitée, du procès, notamment sur un aspect, l'absence des accusés pendant la plupart des séances du procès. Les accusés, en fait, cette photo très iconique que j'ai présentée juste avant, avec les militaires alignés sur un banc devant les juges, en fait, les militaires n'ont été présents en gros qu'à certaines étapes clés du procès, notamment le réquisitoire et la sentence. Mais pendant toute la phase des témoignages publics, les accusés n'étaient représentés que par leurs avocats. Et ça, c'est quelque chose qui avait été dénoncé en partie par une partie de ces acteurs sur lesquels j'ai travaillé, notamment Adolfo Pérez Esquivel, dans un article de la revue Entre Todos, qui est une revue dont on pourrait reparler. Il disait, par exemple, les ex-commandants devraient être obligés à comparaître physiquement et pas à travers un avocat. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités face au peuple argentin. S'ils ne sont pas présents, ce procès, que nous soutenons fermement, aura commencé avec de sérieuses déficiences. Donc ces critiques étaient présentes dès le départ du procès et n'ont pas donné lieu à une modification de son fonctionnement par la suite. Donc ça, c'est pour évoquer un deuxième élément de méfiance vis-à-vis du tribunal, une méfiance de la portée symbolique, somme toute limitée, de ce procès. Et troisième élément qui relève de cette méfiance, qui est peut-être plus une critique qu'une méfiance, une critique de ce que j'appellerais la normalité judiciaire appliquée à des faits exceptionnels. Voilà. Donc voilà, deux citations qui renvoient un peu à cette idée-là. Donc encore une fois, Verbitsky, dans un article notamment qu'il écrit avec Matilde Herrera dans la presse de l'époque, la présomption d'innocence est une des bases de l'état de droit en temps normal, quoique sa pleine application soit discutable après le déluge d'arbitraire et d'exception de la dernière décennie. Autre citation un peu plus tardive en fait que le procès, mais qui me semble aller dans le même sens. Telles sont les limitations aussi révoltantes qu'irréductibles de l'état de choses actuel dans lequel sont appliquées à des faits exceptionnels des normes conçues pour réprimer les voleurs de poules ou les meurtres passionnels. Donc, critique de la normalité judiciaire appliquée à des faits exceptionnels qui dénote une forme d'inconfort de fond avec l'état de droit, compris au sens institutionnel, juridique, au sens large. Donc le résultat finalement de ces méfiances de départ et de la sentence très décevante, ça va être une forme de rejet de l'institution judiciaire qui se manifeste très fortement dans les semaines qui suivent la sentence, dans une partie de la gauche et une partie du mouvement des droits humains. Je vous affiche une citation un peu longue, donc j'ai surligné quelques aspects plus éclairés, enfin plus forts, je crois, de Carlos González Garland, qui écrivait dans le magazine de Madres de Plaza de Mayo à l'époque. On se souviendra de ce 9 décembre comme d'une date funeste. Le 9 décembre, c'est le jour de la sentence. Peut-être même comme du début de l'effondrement de l'espoir de pouvoir construire une démocratie sans s'attaquer frontalement au capitalisme dépendant. Le système de croyance que le gouvernement prétend insuffler et pour lequel la résolution des contradictions doit passer par la loi et la justice s'est trouvé questionné par une institution qui devrait pourtant garantir les libertés et condamner les impunités. Et il termine « Quand on ne châtie pas des crimes atroces,
leur répétition s'en trouve encouragée. C'est à cela qu'a contribué la sentence. Et au même moment, dans les semaines qui suivent, dans les mouvements, les organisations de défense des droits humains, il y a une nouvelle revendication, un nouveau slogan qui émerge, qui succède en partie au slogan « Juicio y castigo a los culpables », c'est le slogan « Cárcel a los genocidas ». Dans ce slogan, dans cette évolution du slogan, ce qu'on voit, c'est une forme de disparition, de minoration de la médiation judiciaire, de la revendication d'une médiation judiciaire pour régler cette problématique de la justice. Voilà pour le procès. Je passe maintenant à la question des luttes autour du statut des prisonniers politiques hérités de la dictature au moment de la transition, au moment de l'arrivée au pouvoir d'Alfonsine et dans les années qui suivent. À la fin de l'année 1983, il y a un certain nombre de condamnés pour des motifs politiques, condamnés qui l'ont été par des tribunaux civils avant 1983, qui restent emprisonnés, contrairement à ceux qui ont été condamnés par des tribunaux militaires ou ceux qui étaient mis à disposition du pouvoir exécutif. Donc il y a 100-130 personnes à peu près qui restent en prison pour des motifs politiques alors que la démocratie a commencé. Ça va donner lieu à un certain nombre de campagnes publiques de dénonciation, de revendication, notamment une grève de la faim au début de l'année 1984 et une mobilisation notamment législative autour de ces questions qui va donner lieu à la sanction, au vote de la loi du Dor por uno, qui a été promue par le sénateur radical Antonio Napoli et qui fait que chaque jour passé en prison pendant, du 24 mars 1976 au 10 décembre 1983, chaque jour passé en prison compte double. Ce qui va permettre à la majorité de ces 130 prisonniers politiques hérités de sortir immédiatement de prison. Néanmoins, suite à la promulgation de cette loi, il reste quand même 14 personnes, dont une femme, encore en prison. En fait, ils avaient des peines très lourdes qui n'étaient pas couvertes par ce doublement du décompte des jours passés en prison. Donc les 14, vous les avez dans ce tableau. J'ai mis aussi la date de leur arrestation, les faits qui leur étaient reprochés et la date de leur libération définitive. C'est classé par ordre chronologique d'arrestation. Parmi ces 14 personnes, presque toutes, avant d'être jugées par un tribunal civil, ont été disparues et torturées. Toutes ont été jugées dans des procès irréguliers, notamment où des témoignages extorqués sous la torture ont été utilisés comme preuve à charge. Enfin, je ne sais pas si on dit preuve, mais comme témoignage à charge, comme témoignage à charge. Donc voilà un peu la situation de ces 14 prisonniers qui restent, en gros, à la mi-1984, qui vont lancer une nouvelle campagne de protestation, une nouvelle grève de la faim, qui va donner lieu à toute une couverture médiatique importante, à la visite d'un certain nombre de personnalités en soutien, notamment Joan Manuel Serrat. Donc j'ai mis un extrait de presse à l'écran. Un soutien d'une partie des parlementaires de la majorité gouvernementale, mais à un blocage de la part notamment du gouvernement. Le président Alfonsine va prendre position sur cette question-là en disant « Il n'y a pas de prisonniers politiques dans le pays, il s'agit de détenus de droit commun avec des motivations politiques qui ont commis des crimes très graves pendant le dernier gouvernement constitutionnel, comme des homicides par exemple. » Le fait est que, oui, les gens, une partie en tout cas de ces prisonniers, avaient été arrêtés avant le coup d'État du 24 mars 1967. Donc il y a un blocage de la révision du procès par le gouvernement, et finalement tous ces détenus vont être libérés à l'issue de leur peine, ou en tout cas vont obtenir des libérations conditionnelles au compte-gouttes dans toutes les années qui suivent. Le dernier va être libéré le 13 juin 1989, c'est le jour de ma naissance, c'est Fermín Núñez. Voilà, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces prisonniers sont présentés par la presse que j'ai étudiée, la presse de l'époque, comme des sortes d'otages. Des otages, une monnaie d'échange utilisée par le gouvernement en vue d'une amnistie future des militaires qui ont été emprisonnés. Donc il y a cette métaphore, ce vocabulaire de l'otage qui est utilisé vraiment très fréquemment pour désigner les prisonniers politiques hérités de la dictature. Donc j'ai mis un extrait d'une solicitada publiée par le Movimiento Judío por los Derechos Humanos dans la revue El Periodista de Buenos Aires. Pour donner un exemple, mais c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans toute cette presse-là à cette époque-là, et qui donc souligne le fait que ces prisonniers finalement ne sont pas traités en tant que sujets de droit, mais plutôt en tant que monnaie d'échange avec un caractère très instrumental. Donc je termine ce premier moment, qui est celui où j'ai le plus de matériaux, en disant que, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une centralité des luttes politiques autour du droit et de l'état de droit en Argentine dans la première post-dictature, et que ces luttes, ce qu'elles montrent,
c'est un rapport ou des rapports complexes, conflictuels à l'ordre juridique en général chez une diversité d'acteurs. On a des reproches qui sont adressés au gouvernement dans toute cette presse que j'ai analysée, gouvernement qui, selon ses reproches, se situerait en deçà de l'état de droit, notamment en ne traitant pas les prisonniers comme des sujets de droit à part entière. Mais en même temps, on a une revendication de l'état de droit par ces acteurs publics, une revendication de l'état de droit en tant que tel qui n'est pas toujours centrale. En fait, ce qui est central, c'est la demande de justice, de condamnation. Donc une forme de justice, voilà, la justice étatique est vue par ces acteurs soit comme trop neutre, soit comme trop politique d'une certaine manière. Et on ne trouve pas dans cette critique non plus une forme propre, stabilisée de rapport positif ou négatif à l'état de droit, une définition stabilisée, structurée. On a plutôt la défense d'une forme de rapport, je dirais, substantiel à la justice. La justice, c'est obtenir des condamnations ou obtenir des libérations selon le type de sujet auquel on fait référence. Un rapport substantiel à la justice plus que procédural. Et à mon sens, ça permet de comprendre ou d'analyser, de voir un certain nombre de choses dans ce qui se passe dans les années suivantes. Et donc là, je me tourne vers la deuxième partie, 2003, 2003 et les années suivantes, où je considère qu'on peut essayer de voir, peut-être c'est une hypothèse à discuter, qu'il y a une forme de centralité institutionnelle ou à institutionnalité faible du rapport au droit dans l'ère kirchneriste. Donc on sait qu'il y a une centralité de la politique des droits de l'homme à partir de 2003, notamment grâce au relancement des procès, qui répond à une demande de justice à partir principalement d'une action gouvernementale, je dirais, d'institutionnalité faible, plus qu'à partir de réformes juridiques qui seraient caractérisées par une institutionnalité forte. Et je veux présenter 3 exemples très rapidement. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour le troisième, mais en tout cas 2. Le premier, c'est l'annulation des lois d'amnistie. L'annulation des lois de point final et d'obéissance due, qui est votée par le Parlement argentin en août 2003, donc 3-4 mois après l'arrivée de Kirchner au pouvoir. Cette annulation est votée par la majorité péroniste à l'époque, la majorité péroniste dans les parlements de cette époque, ce qui va permettre de réouvrir les procès dans les années qui suivent. Mais ce qui n'est pas voté dans cette assemblée, c'est l'annulation des grâces présidentielles prononcées, promulguées par Menem en 89 et 90. Parce que, tout simplement, Kirchner n'aurait pas obtenu de majorité auprès des législateurs péronistes pour voter contre ces grâces promulguées par un président péroniste. Mais ce qui est intéressant peut-être de noter ici, c'est que finalement l'action gouvernementale a donné la priorité à des mesures effectives permettant de rouvrir les procès, plutôt qu'à une forme de rétablissement de l'état de droit compris en sens plein et entier, ce qui supposerait de rétablir les peines auxquelles avaient été condamnés, notamment les commandants en chef lors du procès des Jantes. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui me paraît peut-être plus conséquent, plus intéressant aussi, c'est la question du génocide utilisé comme catégorie juridique pour définir ce qui s'est passé pendant la dictature. Donc on sait, je pense ici tout le monde le sait plus ou moins, que l'affirmation du caractère génocidaire de la répression dictatoriale est devenue progressivement un point central de la dénonciation des crimes de la dictature. Et cette reconnaissance s'est faite à travers les tribunaux à partir de 2006, avec un certain nombre de sentences prononcées par les tribunaux, considérant que les personnes jugées, les tortionnaires jugés, étaient condamnés pour crimes ou délits de lèse-humanité commis dans le cadre d'un génocide. Dans le cadre d'un génocide, c'est très important à souligner cette formulation, parce que dans le code pénal argentin, il n'y a pas de codification pénale du génocide. L'Argentine reconnaît les traités internationaux sur le génocide, mais il n'y a pas d'article de loi indiquant que le génocide est puni de tant d'années de prison, etc., ce qui existe dans d'autres pays, comme la France par exemple. Et je crois que c'est un fait intéressant à noter, c'est que cette intégration du génocide au code pénal, en dépit de la centralité de cette idée, de ce concept de génocide dans les mouvements sociaux actuels notamment, l'intégration au code pénal n'est, à ma connaissance, jamais une revendication portée par ces mouvements. On ne demande pas la création d'un délit spécifique dans le code pénal argentin lié au génocide. Donc il y a une reconnaissance sociale, symbolique, il y a une justice politique, disons au sens large, faite à travers ce concept, mais la dimension juridique en tant que telle est paradoxalement peu centrale dans les revendications. Je squeeze mon troisième exemple pour avoir le temps de terminer tranquillement. En gros, ce que je voulais dire dans cette deuxième partie, c'est que ce qui prime dans les années 2000, c'est une approche que je dirais substantielle, justement, du droit. Avec un risque, c'est le risque d'une fragilité institutionnelle au moment où, justement, il y a une alternance gouvernementale, qui est aussi à relier au fonctionnement de l'État en Argentine, un État très lié à un spoil system où les élites bougent en fonction des gouvernements, etc., etc.
Donc juste quelques éléments très rapides sur le dernier moment que je voulais aborder, hein, 2023. Il me semble que c'est un moment donc, qui est effrayant, etc., mais qui est intéressant dans quelle mesure? Qu'est-ce que je veux dire? Jusqu'ici, de ce que j'ai présenté, il y a une forme de priorité qui est donnée à la justice rendue plutôt qu'aux formes juridiques que prend cette justice rendue. Il y a une forme de pragmatisme, y compris dans un certain nombre de discours très idéologiques sur ces questions-là, très remplis, très passionnés, etc. Il y a une forme de pragmatisme qui considère que ce qui compte, c'est d'abord d'avoir les condamnations plutôt que la forme juridique à l'intérieur desquelles elles se placent. Je pose ça là, ça peut être discuté. Et il me semble que ce qui est marquant avec l'arrivée au pouvoir de Milei, et surtout avec son discours, son programme, etc., sa campagne, c'est que la proposition de Milei, c'est l'inverse. Il y a une centralité de l'argument juridique chez Milei. Pour les libertariens dont il se présente comme un représentant, tout argument politique valable doit découler du principe de justice essentielle qui est la propriété de soi. Même si le résultat en termes de sociaux, en termes d'inégalité peut paraître injuste, ce qui compte c'est ce principe de justice de départ qui est un peu la pierre angulaire de tout l'ordonnancement juridique et politique par la suite. C'est en ce sens-là qu'il y a cette opposition de principe très radicale à l'idéal de justice sociale chez Milei, ou de manière plus générale à l'idée de redistribution. Pourquoi il s'oppose au principe de justice sociale? En tout cas, c'est présenté, c'est théorisé comme, premièrement, parce que la justice sociale, elle crée une inégalité devant la loi, et deuxièmement, parce que la justice sociale, c'est du vol, parce qu'on prend aux uns pour donner aux autres. Donc, il y a une justice, une conception du bien qui peut être inégalitaire, qui peut donner lieu à un chaos, et d'ailleurs, Milei lui-même dit que dans les 18 à 24 mois qui viennent, l'Argentine va vivre une situation très compliquée. Mais il y a une conception du droit au départ qui est centrale. Conception du droit qui est vraiment le point à partir duquel se construit en tout cas la justification idéologique du programme qui va ou qui voudrait mettre en place. Je crois qu'il y a autour de ça une tension et un signe des temps, et c'est sur ça que je vais terminer. La tension, c'est que finalement, sur ces questions de justice post-dictatoriale, Milei s'attaque au consensus relatif qui s'était établi sur ces questions, au nom aussi de cette conception juridique très forte, radicale de départ. Donc ça, c'est un peu la tension que j'identifie. Et un signe des temps, c'est que cette remise en question qui est très radicale est en partie déléguée. Elle n'est pas hyper centrale dans le personnage de Milei, elle est déléguée dans la personne notamment de la vice-présidente. Et donc, à mon sens, on est en train peut-être d'entrer dans un changement de cycle, en tout cas ce sera quelque chose qu'il faudra vérifier, où cette question du principe de justice prend le pas sur l'effectivité de la justice. Voilà, c'est quelques éléments que je voulais présenter et merci beaucoup pour votre attention.